Donc, je vais vous faire une présentation sur la myasthénie à anti-MuSK en me servant d'un cas clinique que nous avons reçu en hospitalisation au mois de novembre 2023. Et il y aura à chaque fois un parallèle entre le cas clinique et nos connaissances théoriques actuelles sur la myasthénie à anti-MuSK. Donc, je vais d'abord vous parler des particularités cliniques, puis des particularités diagnostiques et enfin des particularités thérapeutiques de cette myasthénie. Dans un second temps, je ferai aussi une parenthèse sur l'utilisation du rituximab dans la tuberculose. Alors, Monsieur M, que nous avons reçu en hospitalisation au mois de juillet, est un patient de 54 ans qui est sans antécédent particulier. Et en juillet 2023, il se présente aux urgences suite à l'apparition d'un ptosis bilatéral, d'une diplopie, dysarthrie, dysphonie et dysphagie avec un testing moteur musculaire au membre supérieur et au membre inférieur sans anomalie. Donc le patient est hospitalisé à ce moment-là en médecine interne et devant la résolution spontanée des symptômes, il est rapidement sortant. Donc il revient une seconde fois en septembre pour l'apparition d'une même symptomatologie avec le ptosis bilatéral, une asthénie et toujours cette association diplopie, dysphonie, dysphagie, dysarthrie. Mais cette fois, les symptômes perdurent et ne régressent pas. Il est donc hospitalisé en neurologie. Donc théoriquement, lorsqu'on regarde l'épidémiologie de la myasthénie à anti-MuSK, on constate que cela représente environ 8% des patients atteints de myasthénie. Donc c'est une pathologie qui va se trouver plutôt en Europe du Sud, avec une prédominance pour le sexe féminin, contrairement aux autres formes de myasthénie, qui touchent autant les hommes que les femmes. Et elle se déclare vers 30 ans, et associée à des HLA spécifiques différents de ceux qui sont trouvés dans les myasthénies à anti-RAC. Donc cette pathologie présente des particularités cliniques qui sont différentes de la myasthénie à anti-RAC. Donc la clinique prédominante, comme on l'a vu, c'est celle d'une atteinte des muscles faciaux et bulbaires. Dans 80% des cas, on retrouve cet aspect de dysphonie, dysarthrie, dysphagie qu'a présenté M. M. Et il arrive moins fréquemment que la présentation, c'est une diplopie ou alors une faiblesse musculaire axiale impliquant l'extenseur du cou. On retrouve aussi une atrophie musculaire touchant les muscles du visage, de la langue et une atrophie oculomotrice. Enfin, cette pathologie est aussi associée parfois à une scoliose sévère. Donc, c'est une pathologie qui en général est beaucoup plus grave que la myasthénie à anti-RAC et évolue rapidement en quelques semaines, avec apparition précoce de crise myasthénique ainsi qu'une absence de fluctuation des symptômes. Concernant M. M, nous lui avons fait différents examens complémentaires. Alors, quand il a été hospitalisé la première fois en médecine interne, il a bénéficié d'une IRM cérébrale qui n'était pas forcément indiquée et une ponction lombaire. Donc, les deux sont revenus normales. Il a aussi reçu, devant un syndrome inflammatoire biologique persistant sans leucocytes, un scanner TAP qui retrouvait des ganglions para-aortiques qui ont été confirmés ensuite au TEP. Donc on lui a fait un test IGRA, toujours quand il était en médecine interne, et revenant positif et évoquant une tuberculose extrapulmonaire. Donc lors de sa première hospitalisation, le NMG ne montrait aucun décrément à la stimulation répétitive basse fréquence, il n'y avait pas de tracé neurogène ni myogène. Cependant, cet électronneuromyogramme n'avait pas été réalisé sur les muscles clés. Uniquement le complexe sous-mental avait été réalisé. En général, dans la myasthénie, les trois localisations préférentielles qu'il faut réaliser sont le nerf radial pour l'étude de l'enconé, le nerf spinal trapèze supérieur et le 5-12 complexe sous-mental. Donc 3 localisations à réaliser de préférence qui sont en général les plus rentables. Donc la deuxième fois, lorsqu'il a été hospitalisé, ça a été réalisé. On retrouve cette fois le décrément et la stimulation répétitive basse fréquence qui nous permet de poser le diagnostic de myasthénie. Donc ce constat nous permet de nous amener aux particularités diagnostiques de la myasthénie anti-MuSK. Donc en effet, comme nous avons vu dans les électroneuromyogrammes, il possède dans la myasthénie anti-MuSK une sensibilité qui est beaucoup plus faible que dans la myasthénie anti-RAC. Donc la plupart des études montrent que pour obtenir une sensibilité suffisante, l'électronneuromyogramme doit être réalisé sur les muscles atteints, notamment sur les muscles du visage, permettant ainsi d'obtenir une sensibilité de 80% qui se rapproche de la sensibilité de la forme anti-RAC de 95%. Donc c'est une myasthénie qui est en général plus difficile à diagnostiquer avec une diminution de la sensibilité aux autres tests d'orientation diagnostique, tels que les tests thérapeutiques à la pyridostigmine, l'endophrénium et la néostigmine. Cela nous emmène en général à une certaine errance diagnostique.
avec des suspicions de SLA à tort ou alors de dystrophie musculaire oropharyngée. Et enfin, la dernière particularité, c'est que la myasthénie à anti-MuSK ne possède pas d'altération du thymus. C'est pourquoi nous n'avons pas recherché cela. Donc le diagnostic de certitude, lui, repose sur le dosage des anticorps anti-MuSK par 3 techniques différentes, soit par ELISA, soit par CBA, soit par RIPA, qui sont tous les 3 validés dans la procédure diagnostique. Donc revenons à notre cas clinique. Monsieur M a été hospitalisé en neurologie, et lors de sa deuxième venue, il présentait un score de Garch à 85. Donc le diagnostic de myasthénie a été posé grâce au dosage des anticorps anti-MuSK, et nous avions ici un traitement symptomatique par pyridostigmine avec une augmentation progressive ainsi qu'une cure d'immunoglobuline pendant 5 jours, initialement efficace. Néanmoins, le 21 novembre, comme nous l'avons vu, ce patient s'aggrave très rapidement avec un score de Garch à 50. Donc les anti-MuSK font souvent des crises myasthéniques précoces. Ça a été le cas de monsieur M, qui a présenté une aggravation de ses symptômes avec apparition d'une toux inefficace et d'une faiblesse au membre supérieur. Nous avons donc envoyé le patient en réanimation pour la réalisation d'échanges plasmatiques accompagnés de 1 mg de prostigmine en guise de traitement de crise. D'un autre côté, le patient présentait aussi une hypersalivation qui contribuait aux difficultés respiratoires. Nous avons donc dû diminuer les doses de pyridostigmine de moitié. Cet épisode est résolutif en 1 semaine et le patient sort de réanimation avec un score de Garch à 95, quasiment 100. Là j'ai marqué 100. Donc cet épisode me permet donc de vous parler des particularités thérapeutiques de la myasthénie à anti-MuSK. La première chose, et la plus importante, c'est que la pyridostigmine est un traitement qui manque d'efficacité dans cette forme de myasthénie. Elle entraîne en général beaucoup plus d'effets secondaires, tels qu'une hypersalivation, et cela est dû à une hyperactivité cholinergique qui est spécifique de la myasthénie à anti-MuSK. En guise d'alternative, on peut parfois proposer de la 3,4-diaminopyridine, de l'ephrédine ou de l'albutol qui posent une efficacité plus modeste, mais sont dénués d'effets secondaires importants. Lorsque le patient a eu sa crise myasthénique, nous avons utilisé le traitement de crise qui restent les mêmes, donc les immunoglobulines IV et les échanges plasmatiques. Enfin, en traitement de fond, la myasthénie à anti-MuSK répond aux corticoïdes, mais ce traitement n'est pas dénué d'effets secondaires. C'est pourquoi, en général, dans la myasthénie, on utilise des immunosuppresseurs à la place des corticoïdes en guise de traitement de fond. Mais la deuxième spécificité de la myasthénie anti-MuSK, c'est qu'elle répond très mal aux immunosuppresseurs. Cependant, de nombreuses études ont montré que les rituximab et les traitements anti-CD20 de manière générale avaient une bien meilleure efficacité dans cette forme myasthénique que dans toutes les autres formes. Donc revenons au cas clinique du patient. Nous avions donc à ce moment-là choisi d'utiliser une association de corticoïdes et de rituximab en guise de traitement de fond. Mais je vous avais parlé en début de diapo d'un problème de tuberculose. Nous avons donc contacté le PLAT qui nous a demandé de faire des prélèvements ganglionnaires et de ne pas mettre de traitement sans élimination de la tuberculose devant le risque d'une dissémination sous corticoïdes et anti-CD20. Ce prélèvement n'a malheureusement pas pu être réalisé car le jour de la ponction, la plupart des ganglions avaient régressé de taille et la ponction présentait un certain niveau de dangerosité car comme vous les voyez sur les images, elles étaient en position para-aortique. Donc, il n'y a pas beaucoup d'articles sur l'interaction du rituximab et de la tuberculose, donc seulement des petits articles. Donc, je vais vous en présenter un. C'est une étude réalisée en Arabie Saoudite, zone où existe une forte prévalence de tuberculose. Donc, ils ont réalisé dans un hôpital saoudien un suivi de 60 patients traités par rituximab pendant 6 mois. Et le but, c'était d'identifier s'il y avait un risque de contracter ou d'activer la tuberculose latente chez ces patients. Et au bout de 6 mois de suivi, aucun patient n'a présenté de poussée de tuberculose après le traitement. Donc cette étude était principalement portée sur les patients ayant non pas une myasthénie, mais une polyarthrite rhumatoïde. Néanmoins, les résultats peuvent être étendus à notre cas de myasthénie, car le rationnel reste le même. Donc, en conclusion, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de ce qui est le plus important à retenir sur la différence entre les anti-RAC et les anti-MuSK. Donc, les anti-RAC, en général, vont toucher autant les hommes que les femmes, avec des formes précoces avant 50 ans et tardives au-delà de 50 ans, tandis que les anti-MuSK vont principalement toucher les femmes de 30 ans. Tous les deux ont des spécificités HLA différentes. Au niveau clinique, la myasthénie à anti-MuSK va principalement donner une atteinte bulbaire avec une clinique plus grave qui va davantage évoluer vers une crise myasthénique.
Et dans les anti-RAC, on va aussi souvent avoir une hyperplasie du thymus, ce qui n'est pas dans le cas dans les anti-MuSK. Le NMG dans les anti-RAC est en général positif à 90%, même dans les muscles non affectés, alors que dans les anti-MuSK, il faut faire spécifiquement les muscles affectés pour obtenir une sensibilité de seulement 80%. Enfin, concernant les traitements, les anticholinésterasiques sont peu efficaces dans les anti-MuSK, avec de nombreux effets secondaires. Donc les traitements de crise sont les mêmes. Et enfin, sur les traitements de fond, les anti-RAC vont davantage répondre aux immunosuppresseurs et peu au rituximab, tandis que les anti-MuSK vont davantage répondre au rituximab et peu aux immunosuppresseurs. Je vous ai mis quelques références des articles dont je me suis servi pour réaliser cette diaporama. Merci. Parfait, merci beaucoup.